Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Comment tu vas cette semaine? Ben, ça va très bien, mon cher Greg. J'ai l'air, en tout cas, moins enrhumé que toi. Donc, je te souhaite bien du courage pour cette vidéo news en mode mouchoir. Eh bien, mon cher Ker, tu voulais commencer par le petit point pognon, qui est un peu l'habitude. Bah oui, mon cher Greg, avec une actualité fort chargée dans le box-office cette semaine, puisqu'il y a l'événement Avatar, la voie de l'eau, The Way of Water, qui est donc sorti aux États-Unis ce week-end, qui est sorti mercredi en salle en France. Vous pouvez retrouver la critique d'ailleurs du film sur notre chaîne. Donc voilà, moi je ne me remets que doucement de l'expérience Avatar 2. Mais parlons du box-office. Les prévisions étaient de 150-170 millions de dollars sur son premier week-end. Il y a eu l'effet Coupe du Monde qui est à noter, y compris aux États-Unis d'ailleurs, c'est assez surprenant. Mais le film a fait moins que prévu puisqu'il a fait 134 millions de dollars. C'est quasiment le double que le premier, donc c'est pas catastrophique. C'est quand même assez loin de ce qu'ont fait les deux derniers Marvel. Donc Doctor Strange qui était à 180 et puis de mémoire hein. Et Wakanda Forever qui était à 160. Néanmoins il y a des choses qui sont très positives du côté d'Avatar et aussi des éléments qui expliquent ce démarrage un peu décevant. L'élément qui explique le plus ce démarrage on va dire en dessous de ce qu'on attendait, c'est sa durée. Le film dure quand même 3 heures et quart, ce qui veut dire donc moins de séances par jour. Il y a aussi la volonté du public, et ça on l'a bien vu dans les différents commentaires ici et là, que les gens essaient de le voir vraiment dans de bonnes qualités et privilégier des salles par exemple avec une excellente 3D, un excellent son, etc. quitte à attendre un petit peu. Donc logiquement, Avatar 2 va avoir la même carrière que le premier, c'est-à-dire une longue carrière. Imaginez, hein, avec la moitié moins au box-office américain, Avatar a fait un box-office total absolument monstrueux puisqu'il est devenu le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc là, Avatar 2 a des chances en tout cas de dépasser Top Gun Maverick et d'être le plus gros succès de 2022, ce qui à mon sens serait mérité. Du coup, il n'y a pas de concurrence. Hein. Il y a plus de concurrence. Très clairement, Violent Night avec comment il s'appelle cet acteur celui qui joue Sheriff dans Stranger Things, j'ai un trou de mémoire, désolé, est à 5 millions ce week-end. La carrière de Wakanda Forever est terminée aux US avec 5 millions. Et la carrière du nouveau Disney, tu sais, le fameux Strange World, j'en ai parlé il y a 2 semaines, t'en as parlé dans la dernière vidéo. C'est officiel, n'a toujours pas commencé. C'est un énorme flop. Donc voilà, Avatar 2 par contre fait très fort en France puisqu'il signe le 2e meilleur démarrage pour un film depuis la pandémie, juste derrière Spider-Man No Way Home, avec 1,8 million de téléspectateurs en salle pour son allez, on va dire 5 jours. C'est ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc pour Avatar, on verra ce que ça va donner. Rappelons que le box-office d'Avatar comptera pour l'année 2022, même si il risque fort de faire énormément d'entrées en 2023. Et il va profiter bien sûr des fêtes, des vacances aux US et des vacances un peu partout et d'une sortie en Chine. Voilà mon cher Greg pour le pognon. Et du coup, est-ce que de ton point de vue, c'est un succès, du coup, Black Panther? Black Panther ? Pas Wakanda Forever, Black Panther 2. Alors, Wakanda Forever, j'en avais un peu parlé dans la précédente vidéo, mais je m'attendais à beaucoup plus. Parce que j'étais persuadé qu'il ferait beaucoup plus que Doctor Strange. Et là, actuellement, il est un peu en dessous de 800 millions de dollars. Là où Strange est à quasiment 1 milliard. Je suis très étonné que ce soit pas le plus gros succès du côté du MCU. Il est long, 2h40 quand même. Les critiques étaient plutôt bonnes. Il y avait quand même un effet émotion lié au décès de Chadwick Boseman. Le premier Black Panther avait été un énorme carton, vraiment énorme carton. Je pensais que le public de Black Panther allait revenir et que le nouveau public lié à Black Panther, parce que diffusion télé, VOD, téléchargement, etc.,
allait lui aussi venir. Et puis bah voilà, le fait que l'acteur soit malheureusement décédé allait aussi intriguer le public pour l'hommage, et puis voir comment ils allaient un peu donner finalement à qui et comment ils allaient donner le nouveau costume. Et oui, je suis assez étonné du box-office de Black Panther, avec quand même, il y a une info, hein, c'est qu'il n'a pas eu de sortie chinoise. Hein. Et je pense que ça aurait pu rajouter presque 200 millions, je pense. Donc voilà. Pareil pour Black Adam, en fait, il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis en Chine cette année. Et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, et toi, on avait déjà parlé notamment plus amplement, mais il y a une liste très limitée de films américains qui sortent. Hein. Tu avais expliqué qu'il y avait un nombre limité. Et là, depuis le Covid et depuis la crise du cinéma qui a aussi touché le cinéma chinois, la liste est encore plus courte et ils font encore plus attention à ce qui sort, notamment du fait de manifestations actuellement en Chine. Ils veulent vraiment pas que les films qui puissent sortir puissent donner des idées de rébellion à quiconque. Donc voilà, les cinémas américains et les films américains, pardon, ont beaucoup de mal à sortir en Chine. Ok, bon, en tout cas merci sur ce petit point d'analyse complémentaire. Du coup je vais enchaîner par une micro-news avant qu'on passe à nos news de la semaine. C'est un petit peu la suite, et vous allez le voir, il y a une espèce de fil rouge en ce moment autour de DC. Eh bien c'est donc Wonder Man 3, Patty Jenkins a été mis de côté, potentiellement tout le projet Wonder Man 3 est mis de côté d'ailleurs. Et en fait, Patty Jenkins, du coup, était également associée au film Star Wars Rogue Squadron. Et Rogue Squadron il était annoncé en 2020, mais il était un petit peu disparu des radars, parce que même Patty Jenkins avait dit qu'elle ne travaillerait pas dessus avant avoir fini Wonder Woman 3. Et bien, vu qu'elle est plus sur Wonder Woman 3, eh bien, elle vient d'annoncer qu'elle allait se mettre à travailler d'arrache-pied sur Rogue Squadron, qui est donc, comme son nom l'indique, une équipe, une escouade de pilotes de chasse spatiale de X-Wing. Voilà. Le pitch de Rogue Squadron, moi, il me plaît beaucoup. C'est une espèce de Top Gun de l'espace, une espèce de Wing Commander prophétie de l'espace. Donc moi ça me... Enfin de l'espace, c'était Wing Commander, c'était un peu dans l'espace, mais pour ceux qui ont joué au jeu, vous voyez ce que je veux dire. Et ben moi ça me tente pas mal. C'est une réalisatrice qui sait être solide. Et là, il va falloir qu'elle rebondisse très fort, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que... Alors son camp dit que c'est elle qui est partie, du côté d'ici ils disent que c'est eux qui l'ont virée. Voilà. Donc, est-ce qu'il te chauffe ce projet avant de nous parler de ta news de la semaine ? Chauffer, non. Ce que je trouve cocasse, c'est qu'elles disent je me mets à fond sur le projet, alors que du côté de Disney, le projet est en stand-by total depuis, et ça a été dit, hein, la dernière convention. Aucune avancée sur ce film qui avait eu une grosse annonce, mais juste avant la sortie de Wonder Woman 1984. Et en fait, on en avait déjà parlé, la fameuse curse de Disney qui prennent des réalisateurs un peu hype et qui au final se prennent les pieds dans le tapis pile après l'annonce. On a eu ça avec les mecs de GOT, on a eu ça avec Ryan Johnson sur la sortie du 8, on a eu ça avec Patty Jenkins. Moi je suis pas du tout sûr que du côté de Disney on ait envie de confier un film à Patty Jenkins. Elle a fait un très bon premier Wonder Woman, mais le deuxième est catastrophique, et elle avait quand même un projet de trilogie qui était pour le coup étonnant, mais parfaitement en raccord avec finalement ce que fait Disney avec Star Wars, puisqu'on voit absolument pas le lien entre le 1 et le 2, et on voit pas du tout où le 3 peut nous amener, ce qui nous rappelle un petit peu la manière dont a été écrite la dernière trilogie Star Wars. Moi je vais, avant de faire la grosse news de la semaine, qui fera écho à une autre vidéo qu'on a sortie cette semaine, je vais passer, alors c'est pas un coup de gueule, c'est juste une news désespoir, j'ai envie de dire, avec une actrice qui s'appelle Taranee Ali-Dostie, et j'ai probablement mal dit son nom, et j'en suis pour le coup cette fois vraiment navré, qui est une actrice iranienne qui a été arrêtée et qui aujourd'hui est détenue dans une prison
dont on ne connaît pas la localisation, et qui malheureusement doit, je l'espère pas, mais subir ce que subissent beaucoup de femmes aujourd'hui arrêtées en Iran, torture, viol répétés et peut-être condamnation à mort. C'est une actrice qui était présente à Cannes cette année pour le film Leila et ses frères, et qui était présente en 2017 pour un film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, qui s'appelait, je regarde ma note, Le Client. Donc voilà, en 2017, Hollywood a applaudi ce film et par ricochet cette actrice. Aujourd'hui, il y a un silence absolument total sur de tout le monde sur ce qui est en train de... Enfin, silence total. Il n'y a pas assez de bruit, il n'y a pas assez de réaction à ce qui se passe actuellement en Iran. Et moi, ça me fout vraiment les boules. Et il y a une réplique, enfin une citation, pardon, d'Edmund Burke qui me vient souvent en tête et qui me laisse désarmé comme ça, mais... la seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. Et là, il se passe rien. Donc ceux qui applaudissaient en 2017, aujourd'hui, se terrent dans le silence. Et il y a des gens innocents qui sont massacrés par un régime totalitaire. Et le cinéma iranien en souffre énormément, puisque c'est loin d'être la seule à être concernée. Il y a plusieurs réalisateurs qui sont actuellement en prison. Il y a un réalisateur qui a sorti un film en France il y a 2 semaines, et qui, lui, est en prison en Iran pour 6 ans. Parce qu'il a osé critiquer le régime, et c'est terrible tout ce qui se passe là-bas. Donc voilà, j'arrête avec cette triste parenthèse, et je vais vous parler de la grosse news de la semaine. Alors c'est dur de revenir comme ça sur le truc. On a fait une vidéo d'ici pour vous parler de toutes les infos et les rumeurs qui étaient en train de circuler, et on l'a sorti, et quelques heures après, dans la nuit, il y a une énorme news qui est tombée et qui a été évoquée dans cette vidéo, donc je vous invite à regarder. Henry Cavill n'est plus Superman. Alors en octobre, il a annoncé son retour avec un Man of Steel 2. Alors le Man of Steel 2 n'était pas officiel, mais le retour d'Henry Cavill était officiel. Le Man of Steel 2 était un projet, on le savait, qui était qui était en développement probablement chez Warner. Mais le changement de direction avec James Gunn et son comparse Safran fait que finalement ils ont dit à Henry Cavill non merci, et il y a un nouveau film Superman qui est en développement. Ça, James Gunn en a parlé sur Twitter, sans Henry Cavill, mais avec un Superman plus jeune, avec Henry Cavill qui normalement sera à la réalisation. Donc c'est terminé pour Henry Cavill, qui a fait quand même un message pour dire adieu au personnage et pour dire à quel point il était déçu, et il précise bien quelque chose que tu avais évoqué dans la vidéo d'ailleurs d'ici, mon cher Greg, que c'était bien la Warner qui l'avait recontacté. Moi j'avais eu un doute, j'avais émis ce doute, parce que rappelons quand même que Dwayne Johnson a fait beaucoup de forcing ces dernières semaines pour essayer d'imposer un peu sa vision sur DC, et notamment le retour de Cavill. C'est bien la Warner qui avait demandé à Cavill en octobre de reprendre son rôle de Man of Steel, et qui s'est fait dégager en décembre. Voilà, moi d'un point de vue personnel, et tu me donneras le tien après, mon cher Greg, je trouve que le départ de Cavill en Superman est une très mauvaise nouvelle. Moi je te plus sois, c'est pour citer un grand homme, c'est Dwayne Johnson qui disait que Henry Cavill était le Superman de notre génération, et je pense que c'est le cas. Je suis très... franchement, je suis... Et c'est non seulement c'est un fan favorite, c'est vraiment quelqu'un que tous les fans de DC aiment beaucoup Cavill. Les geeks, d'une manière générale, se reconnaissent beaucoup en Cavill, non pas forcément pour la musculature du monsieur, mais pour les hobbies, et particulièrement sur le hobby, dont je vais parler dans 2 secondes. C'est quelqu'un qui est très vocal, à la fois un gamer, enfin, il a tout pour plaire à un fan de comics moyen. Et du coup, c'est le mec à droite, on est d'accord ? Pardon ? Cavill, c'est bien le mec à droite sur la photo. Oui, pourquoi cette question ? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu ? Non, c'était pour vérifier. T'as pas dû faire attention parce que c'est Batman à droite. Ouais. Vas-y, continue.
Du coup, le truc, c'est que effectivement, c'est vraiment dommage. Et du coup, on parlait de ses hobbies, et parlons justement d'un de ses hobbies majeurs. Il a annoncé cette semaine qu'il allait être en production, alors cette fois-ci, il allait à la fois être l'acteur principal et à la fois le producteur d'une nouvelle série sur Amazon autour de l'univers Warhammer 40 000. Alors ça fait maintenant de nombreuses années qu'il a expliqué qu'il était un grand fan de Warhammer 40 000. Il a fait des interviews pour en parler, il était présent dans des conventions, enfin bref, sur la scène Warhammer, il est connu comme étant la star fan fan de ce hobby, excusez-moi. Et le truc, c'est que derrière ça, il y a quoi ? Donc, on sait que c'est lui qui coproduit et qui est star. On sait que c'est Amazon. On n'a pas de showrunner, on n'a pas de scénariste, on n'a pas de date, il n'y a rien. Donc, je vous avoue... Amazon fait souvent sans scénariste. Et bien vu mon cher Kerr. Et à côté de ça, donc il y a aucune info. Donc en fait, de là à imaginer que c'était un projet en développement qui lui tenait à cœur, parce qu'il y a plein de fois où il en a parlé, les gens lui ont demandé mais quel personnage allais-tu faire, parce que c'est vraiment une pléthore de personnages dans Warhammer 40 000. Et donc il avait répondu en fait le problème c'est que s'il en joue un, il pourra pas jouer un autre, et qu'il en a beaucoup qu'il aime bien, etc., etc. Donc on savait qu'il avait envie d'y participer. Et là, le fait que cette news tombe maintenant, moi j'ai vraiment l'impression que là, il veut pas passer pour un débile, quoi. Il annonce qu'il revient en Superman, 10 jours après, il est viré. Il est plus sur The Witcher, il a annoncé son départ, donc il est plus sur aucun projet en fait. Donc d'annoncer qu'il est sur une grosse série, qui est une série de cœur, et à la fois sur un projet sur lequel il sait qu'il y a une communauté forte qui est là pour le porter, ça me paraît être vraiment un effet d'annonce. Elle n'a pas de date, c'est donc Warhammer 40 000, si vous ne connaissez pas l'univers, c'est un monde fantastique, imaginez le Seigneur des Anneaux globalement, et 40 000 ans après. Donc il y a des magiciens de l'espace, il y a des extraterrestres, il y a des aliens en mode vraiment Alien Predator, il y a les Terminators, enfin il y a plein de factions différentes, et donc ça fait un monde qui est colossal dans le lore. Ça fait, je vais dire une bêtise, si je dis 30 ans d'histoire, je pense que c'est beaucoup plus, de bouquins qui abreuvent le... Donc c'est énorme, les moyens à mettre en place sont énormes, et là on n'a pas eu l'annonce de dire que c'est pas l'annonce de y a 1 milliard sur la table. Donc je pense qu'il risque d'être un petit peu déçu peut-être par par l'ambition, mais bon après si c'est bien écrit, c'est ça qui est le plus important. Voilà mon cher Kerr. Et peut-être qu'Henry Cavill est en train de jouer actuellement à Warhammer 40 000 Dark Tide, qui est le nouveau jeu sorti là récemment et qui est fait par l'équipe qui avait fait Vermintide 2, un autre jeu Warhammer. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de jeu, c'est un univers où on est en coopération avec un peu à la Left 4 Dead, sauf qu'en fait on se mange pas des zombies, mais plutôt des monstres, voilà, de l'univers Warhammer. Je l'ai pris là dans mon Game Pass, mais je l'ai pas encore testé. Vous allez me dire, ça c'est vraiment une news inutile. Bah ouais. Alors, la mienne, moi je trouve pas, mais le complément plutôt. Et du coup, quelle est ta prochaine news, mon cher Kerr ? Alors, je voulais juste rajouter un truc sur Cavill parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à l'annonce du départ de Cavill en Superman, et beaucoup de gens ont dit mais du coup il peut revenir en The Witcher. Alors comme tu l'avais bien expliqué dans la précédente vidéo news, Cavill a quitté The Witcher pour d'autres raisons. C'est pas lié à Superman, c'est plutôt lié au développement de la série The Witcher, et qu'il n'aime pas du tout le développement de la série The Witcher. Mais je vous invite à regarder la précédente vidéo. Moi je vais rester sur DC encore un petit peu. Pour vous dire que du coup, comme Cavill vient de perdre son rôle d'homme d'acier dans l'univers d'ici, sa présence qui a déjà été tournée dans The Flash a été coupée, et par ricochet la présence également de Gal Gadot. Il y avait une scène avec Henry Cavill et Gal Gadot dans le film, les deux ont été coupés au montage. Beaucoup y voient la fin totale de ce qui avait été fait, et donc pour rebondir sur ce qu'on disait dans la vidéo, ces dernières news
sur la vidéo d'ici. Les dernières news de cette semaine, le départ de Kevin, le fait qu'on a la confirmation, même Gal Gadot est coupé au montage, on le savait déjà pour Kevin. Pour moi, plus aucun doute, si peut-être, mais je pense qu'après The Flash, il y aura plus du tout ce casting-là. On repartira sur une table rase. Et peut-être toi qui connais bien l'histoire du Flashpoint, est-ce qu'il n'utiliserait pas le Flashpoint pour faire un reset total de l'univers d'ici et du casting ? En fait, la base du Flashpoint, c'est que le Flash va revenir dans le temps et créer des timelines différentes. Et dans ces timelines différentes, il va y se passer des choses différentes. Il va y avoir des Batman différents, des Superman différents, des Wonder Woman différents, etc., etc. Donc en fait, le Flashpoint peut vraiment être scénaristiquement, pourrait complètement être utilisé en espèce d'optique de dire il va y avoir il va y avoir un multivers. Et puis c'est parti. Et en fait, cette question, elle a déjà été répondue complètement dans le trailer, puisqu'on voyait déjà plusieurs Ezra Miller qui jouaient plusieurs Flash différents. Donc, le Flash, c'est sûr, ouvre le multivers chez DC. Et ce qui est très en raccord avec Ezra Miller, parce qu'on sait, ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Donc voilà pour... news suivante. Alors la news suivante, je vais rester chez DC du coup. Je vais faire deux petites news rapides. La première, c'est Superman Lois, donc il y avait pas mal de gens qui étaient inquiets que ça se fasse annuler. Reprendra pour une prochaine saison le 14 mars 2023. C'est une des séries DC les mieux notées actuellement. Elle est à 7,8 sur 10 sur IMDb. Une série qui est souvent conseillée. Alors je ne l'ai pas vue. Moi j'ai commencé. J'ai regardé les 5 premières minutes et le pitch m'avait l'air assez intéressant. Mais bon, donc du coup une série à peut-être à regarder. En tout cas, vous avez pas. Moi, je peux te dire sur les premiers épisodes, j'ai trouvé ça beaucoup plus solide et intéressant que certaines séries CW. Et je comprends comme Supergirl, l'engouement du public et le Superman qui était moqué, hein, on va le dire, il n'y a pas d'autre mot dans Supergirl, je le trouve très crédible, pour le coup. Voilà. Tout ce qu'on lui dit, le mec, il dit oui, quoi. Qui ? Superman, tu dis qu'il est crédule. Non, j'ai dit crédible. Moi, j'ai entendu crédule. Mais bon. Ok, du coup, on enquille par Gotham Knights, qui est une autre série qui, elle, sera diffusée à partir du 14 mars aussi, et qui sera diffusée juste après. Et petite news pour faire plaisir à Kira, pour faire transition, annonce de Spider-Man 2, la suite du jeu vidéo, qui était donc dans notre tier list des meilleurs Spider-Man, assez haut, le premier Spider-Man. Ah papa, tu spoil, la vidéo n'est pas sortie. Mais du coup, on a le droit de faire un petit teasing. Ah ouais, mais là, c'est même plus que ça. Et bien donc le jeu deuxième du nom, avec visiblement le retour de Venom, qui sera... l'arrivée de Venom. Qui sera donc en automne 2023. Voilà. Voilà, c'est la sortie, parce que le jeu a été annoncé il y a longtemps, mais la sortie, en effet... est un peu précisée. Moi, je vais rester chez DC aussi. Vous allez me dire, mais vous faites une spéciale DC... Et d'ailleurs, et bah oui. Et il y a une folle rumeur cette semaine qui a ébranlé Twitter. Alors il y a plein de motifs actuellement pour ébranler Twitter. Il n'y a pas que Elon Musk qui s'en charge, il y a aussi les gens. Et il y a eu notamment une rumeur sur Batman qui serait rattachée sur décision de James Gunn dans le DCU, et ça a été notamment développé par un journaliste très sérieux qui s'appelle Adam Rary. Et en fait, du coup, James Gunn a réagi. Alors, je trouve que la manière de communiquer de James Gunn est vraiment intéressante. J'en avais déjà parlé dans la vidéo d'ici, mais il répond en fait à des tweetos comme vous et moi, en donnant des infos que la presse n'a pas. Et donc il y a un mec qui lui a dit hey, mec, Batman, c'est quoi ce bordel, tu le laisses tranquille peinard dans son coin. Et James Gunn a dit oui t'inquiète, et il a fait un autre message où il dit il y a peu de journalistes que j'aime plus qu'Adam Vary. C'est vraiment un chouette type, mais sur ce coup-là c'est vraiment un gros tocard, et il devrait changer de source car c'est totalement faux. Alors j'ai peut-être rajouté c'est vraiment un gros tocard. Voilà mon cher Greg, j'en fais une autre si tu permets. Bien sûr.
puisque j'ai envie de vous parler d'un truc qui concerne les jeux vidéo. On en a parlé plusieurs fois de jeux vidéo. Bah voilà. Donc il va y avoir un film Death Stranding. Je sais pas si vous avez fait le jeu. D'Hideo Kojima avec notamment Léa Seydoux, Norman Reedus et Margaret Qualley. Et puis il y a également Guillermo del Toro qui joue dans le jeu. D'ailleurs, c'est super. Le jeu est très bon. Je vous le conseille chaudement. Il y a une version définitive qui est sortie il y a peu de temps et qui bon, elle est critiquée parce que elle rend le jeu plus facile d'accès à ceux qui voudraient qu'il soit plus facile d'accès, mais le côté balade, post, FedEx et compagnie perd un peu de son charme. Enfin bref, il va y avoir un film donc sur Death Stranding. On n'a pas d'infos, mais Hideo Kojima a dit que ça allait être avec Hammerstone Studios et qu'il était très enthousiaste. J'aurais été étonné qu'il fasse un tweet pour dire ça me gonfle vraiment cette idée d'adaptation de mon jeu en film. Il y a une annonce d'ailleurs qui a été faite sur Death Stranding 2 avec le retour de Norman Reedus et il y a une photo de Léa Seydoux. Et sachez qu'il y a une actrice dont j'ai pas le nom, mais c'était la japonaise blonde dans Invasion, la série d'Apple, qui joue dans Death Stranding 2. Et c'est une excellente actrice. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série Invasion, que j'ai citée 2 fois dans cette vidéo, je vous la conseille. Un peu lente, mais très envoûtante. Et puis alors l'autre truc, et là j'ai hâte d'avoir ta réaction, God of War va être adapté en série télé par Amazon. Avec aux commandes de la série Raph Judkins qui a bossé sur La Roue du Temps. Donc ça c'est pas le côté on va dire très rassurant du machin. Et le truc qui est rassurant c'est qu'il y a plusieurs personnes de The Expanse qui sont là aussi, puisqu'il va y avoir un mec qui va bosser avec Raph Judkins sur la gestion de la série et également les scénaristes de The Expanse. Donc qui vont travailler. Alors du coup ça donne, il y a eu beaucoup de réactions sur internet à l'annonce. Alors déjà il y a beaucoup de gens qui disent que oh mon dieu Amazon, God of War au secours. Et l'autre news c'est que des gens ont compris que si une grosse partie de l'équipe de The Expanse bossait sur God of War, The Expanse était définitivement terminé. Or la série The Expanse se termine pas. La fin ne plaît pas aux fans et il restait des bouquins à adapter en série. C'est dommage pour The Expanse qui est quand même une série qu'on vous conseille chaudement, Greg et moi. Je sais, tu me contredis si tu n'es pas d'accord, mais très bonne série. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus ? Je sais plus. Ah si, sur God of War. Alors vous me dites oui, mais God of War, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va parler de quoi ? Eh bien, ça va être l'adaptation des God of War de PlayStation 4 et donc PlayStation 5, donc dans les pays scandinaves et la mythologie nordique, avec donc Thor, avec son fils, etc., etc. Donc bon, si le problème c'est que les jeux sont tellement bons et on voit déjà tellement dans la tronche que la série c'est un sacré défi. Et ça va être notamment un sacré défi au niveau du casting. Je vois pas d'acteur capable d'incarner Kratos. Allez, il y en a un qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Dave Bautista, mais encore, le Dave Bautista qu'on voit dans la série C, par exemple, pourrait être à peu près convaincant. Mais ça va être dur de trouver le cast. T'en penses quoi de cette série God of War ? J'ai hâte de voir les ambitions en images, en fait, parce que là, en série, on voit qu'il y a des séries qui sont avec des budgets colossaux, mais avec des ambitions scénaristiques catastrophiques. On voit qu'il y a des séries qui sont, pour le coup, à l'inverse, avec des grosses ambitions scénaristiques, mais pas les moyens d'image. Et j'avoue que ce qui a tendance à me faire... Enfin, là où j'ai une certaine confiance quand même dans le projet, c'est que donc c'est Sony Studio qui est derrière. Il y a PlayStation derrière. l'IP. Et Sony Studio, c'est aussi eux qui ont greenlighté la série The Last of Us, qui pour l'instant sur les trailers a l'air d'être extrêmement solide. Du coup, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, petite info quand même, petite anecdote, j'ai envie de dire, il y a 3 séries PlayStation qui sont actuellement lancées. Il y a The Last of Us sur HBO Max, donc HBO, c'est une production HBO originale. Il y a Horizon Zero Dawn qui est sur Netflix et donc God of War sur Amazon. Donc, on pourrait dire que Sony partage le gâteau ou bouffe à tous les râteliers, c'est comme vous voulez. Donc voilà.
À toi, mon cher Greg. Eh bien, ma news suivante que je vais vous trouver tout de suite. Ma news suivante, c'est, puisqu'on parle de série, eh bien, je vais te parler de série, je vais te parler du Seigneur des Anneaux. Ah, vous l'avez compris, mes fiches sont là. Donc je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, donc cette série majeure de l'histoire de la production. Pour le coup, je dis ça sans plaisanter, puisque je pense qu'elle va faire acte dans la manière dont les IP sont traités. Eh bien, vous vous souvenez, la communication était... la série est un succès. La série est un gros succès. La série sera plus tournée vers les fans, plus tournée vers le lore pour cette saison 2. Elle s'est fait extrêmement bâcher. Beaucoup de personnes attendaient que des têtes tombent. La personne en charge de la communication chez Amazon a été remplacée. Ils ont débauché la personne qui était chez Warner qui s'occupait d'ailleurs du développement de la franchise, des lancements des Harry Potter, qui du coup vient chez Amazon. Et ils viennent d'annoncer donc 15 acteurs différents que j'avais déjà annoncé dans la série, dans la vidéo précédente des news, et notamment dans les 15 il y en avait un qui était un recast d'un des acteurs de la saison 1, et en fait les réalisateurs ont été annoncés pour la saison 2, et ce qu'on comprend, c'est que en fait, donc déjà de 1, les showrunners ne vont pas du tout être virés, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que les showrunners allaient être dégagés, vu l'échec de la série. Et pour le coup, Amazon continue d'être arc-bouté en disant que c'est un très gros succès. Le communiqué de presse dit que Les Anneaux de pouvoir est une série qui a été vue par plus de 100 millions de personnes sur la planète, que c'est de très loin le plus gros succès d'Amazon Prime Video, et que, alors je te fais noter la phrase parce que moi j'ai trouvé plutôt savoureuse, c'est une série qui a su encapsuler et garder l'esprit des nouvelles de Tolkien. Voilà. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était du gros foutage de gueule. Et donc, J.D. Payne et Patrick McKay donc, reviennent en showrunner. Excusez-moi. Et donc du coup les 3 réalisatrices ont été annoncées, puisque visiblement il n'y aura que des réalisatrices sur la saison 2. La première, c'est Charlotte Brandstorm qui revient, qui était déjà sur la saison 1 et qui va revenir. Elle avait fait 2 épisodes je crois, et là elle va revenir pour 4 épisodes. Avant les Anneaux de pouvoir, elle avait bossé sur notamment The Witcher et Jupiter Legacy. La deuxième réalisatrice, c'est Sana Henry, qui est connue uniquement pour La Roue du Temps et Empire. Et la dernière réalisatrice, c'est Louise Hopper, qui avait fait un épisode sur Les Anneaux de pouvoir et qui a fait 2 épisodes sur Sandman et quelques épisodes de Witcher. Donc vraiment des personnes qui ont un CV de fou, et je pense que du coup vraiment ils vont relever le niveau de manière vraiment drastique. En tout cas, c'est la réponse, je pense, que les fans attendaient, d'avoir comme ça des showrunners critiqués. Ils sont confirmés, de dire que la réalisation et l'écriture peinaient. Eh bien, à la réalisation, ils mettent que des personnes qui en sont au tout début de leur carrière. Moi, je trouve que c'est on sent vraiment le poids, la force d'Amazon qui vient confirmer. Voilà. C'est n'importe quoi, mais si c'est tu confirmé, permets, donc c'est sans doute avec force. Si tu permets, j'ai eu la même réaction que toi en voyant la news. Je me suis dit, ça manque en effet de réalisateurs confirmés. Mais le problème, c'est que j'ai vu mercredi depuis. Et les 4 épisodes de Tim Burton sont moins bons que les 4 épisodes qui sont faits par des personnes beaucoup moins connues que Tim Burton. Donc ça m'a fait relativiser l'implication de grands réalisateurs dans des séries télé. Quand ils ne sont pas particulièrement inspirés. Donc voilà. Et alors, quand tu parles du lore, du côté d'Amazon, ils ont vraiment compris les attentes des fans qui disaient il faut respecter le lore, il faut respecter le lore. Le problème, c'est que les 2 showrunners que tu as cités, je vais pas te les faire redire parce que je veux pas que tu t'étouffes, du coup étaient en panique parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont demandé aux showrunners de The Witcher ce qu'était le lore.
bien évidemment, vous savez la réponse, il n'y en a pas eu. Et du coup, là, c'est vraiment incompréhension totale du côté d'Amazon et tout. Et ils ont recruté en fait Laure Manodou au casting parce qu'ils pensaient que c'était ça le lore. Donc voilà, à prendre avec des pincettes cette info. Mais moi, je reste quand même inquiet sur la saison 2. Tu veux que j'enchaîne sur cette excellente blague? Bien sûr. Qui a duré. Je veux pas te laisser en eau profonde. Voilà, et puisqu'on parle d'eau profonde, et là il y a... Ah non, il faut que je trouve un lien avec eau profonde, il n'y en a aucun. Ma dernière news va concerner une série HBO avec Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty, qui est un de mes films préférés, American Beauty, même si c'est avec Kevin Spacey, voilà. Sam Mendes, qui a notamment travaillé sur les derniers James Bond d'ailleurs, va s'associer avec Armando Iannucci, qui est le créateur de VIP. VIP, excellente série comique sur le rôle de la vice-présidente américaine. Série très très drôle, vraiment, que je vous conseille chaudement, qui était sur HBO. Ils vont refaire une série sur HBO qui s'appelle The Franchise. Et le point de départ de cette série est excellent, puisque c'est en fait une série sur la fabrication de films de super-héros, avec quelques acteurs qu'on connaît un peu au casting. Il y a Billy Magnussen, notamment, il y a Jessica Hines, qui sera là. Billy Magnussen, on l'a vu dans The Leftovers notamment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, c'est pas le casting, on s'en fiche, j'ai envie de vous dire. C'est juste Sam Mendes et Iannucci qui sont aux commandes d'une série sur des films de super-héros. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Voilà. C'était ma dernière news. À moins que j'en ai oublié une. Attends, je regarde. Ah oui, j'en ai oublié une. J'en ai encore une. Bah, je la fais tout de suite. Et comme ça, je te laisserai conclure. Ma dernière news, concerne Donald Glover, qui va reprendre un rôle dans l'univers Spider-Man. Vous allez me dire, mais il a déjà eu un rôle dans l'univers Spider-Man, puisqu'il jouait l'oncle de Miles Morales. Dans Homecoming, c'était un petit caméo, une petite apparition comme ça. Il jouait le rôdeur, c'est ça? Si je dis l'oncle, c'est le rôdeur. Et en fait, là, il va jouer un autre personnage dans l'univers de Spider-Man, qui est Hypno Hustler. Qui est un personnage qui est membre d'un groupe de disco et qui accessoirement est aussi un méchant. Donc voilà, on sait pas grand chose sur le film, si ce n'est que la présence de Donald Glover forcément nous rassure, tant le monsieur a du talent. Et c'est l'occasion également de rappeler que la série Atlanta, dont il était, on va dire, le papa, avec notamment Zazie Beetz au casting, s'est terminé il y a peu de temps. Donc voilà, Donald Glover dans un film du Spider-Verse by Sony, qui a pondu Morbius, Venom et compagnie, et qui va revenir l'année prochaine avec Kraven le chasseur, puis Madame Web avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney. Voilà, mon cher Greg, j'ai terminé pour mes news. Alors, c'est vrai que la présence de Donald Glover fait vraiment plaisir. Par contre, est-ce qu'elle est gage d'un film réussi? Ce n'est qu'un petit grain de sable à Hollywood, et on l'a bien vu. Il était déjà sur Atlanta, et Atlanta était déjà scénaristiquement très fort. Et à l'écran, il était dans Solo, quoi. Ouais, mais il jouait bien. Ouais, mais le film était-il bien? Je vous invite à regarder la tier list Star Wars, puisqu'on parle de Solo. Parlons donc directement de James Cameron, car vous avez parlé tout à l'heure de The Way of the Water, donc le Avatar 2. Eh bien, sachez que James Cameron n'attend pas au niveau de la suite, puisqu'ils ont tout tourné en même temps, et que là, ils en sont à un moment où Avatar 3 dure 9 heures. En tout cas, le premier cut du film dure 9 heures. Alors, ce qui est une phrase qui peut être reprise par les journalistes et qui peut être impressionnante, mais en fait, sachez que la première version d'un film, on met vraiment toutes les scènes, on coupe rien, on regarde pour
on laisse traîner tous les moments de jeu d'acteur, etc. Et donc ces premières versions du souvent 6 heures, 7 heures, et il y a plein de réalisateurs qui ne veulent pas les voir parce que c'est le moment où on voit tout ce qui ne marche pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien, donc c'est vraiment le moment où le film est le plus horrible. Nolan refuse de voir par exemple son film dans cette version-là. Il laisse son monteur vraiment découper tout et après il va réintervenir. Mais ça veut dire que du coup ils sont en train de rentrer dans la post-production et que donc le shooting, en tout cas première version, est fini parce que souvent ils arrivent, ils terminent, ils se rendent compte qu'il manque une scène. Pour donner un exemple très précis, donc c'est ce qui est arrivé sur Endgame. Il y avait le fameux claquement de doigts de Tony. C'était un truc genre au revoir Thanos ou un truc complètement bidon, et c'est en post-production le monteur qui a eu l'idée de dire et moi je suis I am Iron Man, et voilà, et donc ils sont allés le retourner. Robert Downey Jr. ne voulait pas reprendre le costume parce qu'il avait déjà fait un adieu à tout le monde sur le tournage. Et donc voilà, donc c'est complètement normal, mais effectivement donc le film pour l'instant dure 9 heures. Et du coup ma news finale, qui est peut-être en fait ma news la plus importante, c'est Warner Bros Discovery, qui donc est donc dans donc c'est une fusion qu'il y a eu entre le groupe Warner et le groupe Discovery. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait ce nouveau groupe veut à tout prix résorber et tuer la dette incroyable de Warner. Donc il y avait plusieurs milliards de dollars de dette, et donc bon, il y a eu plein de choses qui ont été annulées, déjà vous en avez entendu parler, et là visiblement il y a eu un article de Hollywood Reporter qui annonce qu'en fait en interne ils se sont rendus compte que les 2 milliards donc entre 2 milliards à 2 milliards 5 de cuts de projets ne suffiraient pas, et qu'ils allaient sans doute devoir aller plutôt entre 3 et 4,1 milliards de dollars de coupes. Et donc en fait on est vraiment juste au tout début. Donc pour rappeler, il y avait Minx, Westworld, The Never, Love Life qui ont été coupés. Il y a encore une fois plein de sources autour de Wonder Woman 3 qui seraient juste complètement coupées, et pas juste l'équipe qui change. Il y a donc beaucoup donc premier truc, donc on va économiser, ça c'est le premier rush de Warner Discovery. Le deuxième du coup rush, c'est de vendre les assets. Donc en gros ils sont en train de vendre les séries à plein de, enfin leurs séries et films d'ailleurs, donc tout leur catalogue à plein de plateformes, et donc ce qui est sur HBO Max notamment vont commencer à être vendus, donc et pas tout mais une partie significative du catalogue va être revendue pour un certain temps sur d'autres plateformes. Donc par exemple Westworld ne sera plus exclusif HBO Max, Nevers, F-Boys Island, Legendary, The Time Traveler Wife, Raised by Wolves vont être vendus à plein d'autres plateformes, donc dans plein de pays. Donc là c'est vraiment pour essayer de faire rentrer de l'argent très vite. Et le Harry Potter aussi. Pardon ? Ils vendent régulièrement Harry Potter sur d'autres plateformes comme Netflix par exemple ou Amazon, et c'est pas prêt de s'arrêter. Des sommes importantes. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque du coup là ils ont vraiment besoin, enfin j'ai pas donné tous les chiffres, mais il y a des gens qui estiment que si on prend toutes les filiales de Warner Discovery, la somme idéale à couper serait 5,3 milliards de dollars. Donc quand on sait que c'était 150 millions d'économies à ne pas diffuser du coup Bad Girl, parce que là je parle de la promotion, parce que le film avait déjà été tourné, mais je parle de la promotion, ça fait beaucoup de Bad Girl à couper pour faire des économies, quoi. Voilà. Alors que pour enflouer les caisses, il suffit simplement de demander à Elon Musk de racheter. Lui, quand il rachète un truc, généralement ça se passe bien. Ouais, après le truc c'est que là je crois qu'il n'est pas forcément en capacité financière de racheter, de les racheter, parce que l'aventure de Twitter, comme elle se passe très bien comme tu le dis, du coup eh bien là maintenant il est lui-même plus forcément alors il est toujours dans les hommes les plus riches, mais le plus riche, je pense que ça va vite être réglé. Et du coup donc une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on vend, donc qu'est-ce qu'on prépare, et du coup le David Zaslav a fait une annonce
qui était peut-être un peu cryptique pour le grand public, mais pas très cryptique pour les personnes du monde du cinéma. En gros, il a annoncé que les nouveaux projets devaient être rentables. Et en gros, ce qu'il faut comprendre dans le discours, c'est qu'il veut aller chercher les personnes qui ont du blé. Donc, par rapport au public américain, il va aller chercher la classe moyenne américaine. Donc, si un film ou un projet ne va pas être un succès facile auprès de la classe moyenne américaine, le film ou série ne sera potentiellement pas financé. Ce qui veut dire que c'était plus que sous-entendu. Beaucoup d'œuvres qui sont très inclusives, progressistes, etc., qui sont faites pour essayer d'utiliser la force des plateformes pour véhiculer les messages d'inclusion, etc. Clairement, Zaslav, il n'en est plus dans du prosélytisme et du message. Ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. On fait les projets qui marchent. Ceux qui ont de l'argent, on fait des films pour vous. Ceux qui n'ont pas de moyens ou qui ne sont pas en capacité d'aller financer un film à 300 millions, les films ne sont plus pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, souvent, il faut voir que alors les séries sont des cycles plus courts, donc ça va être dans peut-être 2 ans, 3 ans, qu'on va voir des nouvelles séries qui vont apparaître comme ça. Et le truc, c'est que pour les films, les cycles sont parfois un peu plus longs. Parfois, c'est 3 ans pour les plus petits projets, mais c'est souvent 5 ans pour les gros trucs. Donc là, ces changements de fond de Warner Discovery vont impacter de manière très 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 importante, puisque même quand vous regardez des séries sur Netflix, il y en a plein qui ont le logo Warner au début. Warner, ne produit pas que pour Warner et HBO Max pour la plateforme. Donc attendez-vous qu'il y ait vraiment un point intrinsèque qui est très important de cette information. Et c'était pas forcément ma news, mais il y a AMC qui a annoncé que sur la partie streaming, ils vont licencier une grosse partie de leur studio. Donc la fameuse Streaming War est déjà en train de faire... Alors Warner, c'était avant la Streaming War, mais la Streaming War amplifie la cage de résonance du coup de beaucoup de problèmes économiques de ces gros studios américains et on risque de voir très rapidement des projets se couper et dans un deuxième temps des projets plus bankable aux yeux d'un financier d'Hollywood apparaître pour le bien ou pour le meilleur quoi, ou pour le pire. Et donc voilà pour ma news qui je pense on garde en tête et dans 3 ans on va en parler. La dernière fois qu'il y avait eu un changement de fond aussi important à Hollywood, c'était avec le MeToo, qui avait justement mis en place beaucoup de personnes qui avaient pour but de faire des messages inclusifs. Et là on est en train de voir, pour des raisons économiques, une bascule. Est-ce que tu veux réagir mon cher Kerr et clôturer la vidéo si tu n'as pas d'autres news? C'est bon. C'est marrant que tu me dises la bascule parce que ceux qui regardent le Tour de France sauront pourquoi je me marre. Voilà. Non, juste un dernier mot pour te remercier Galadriel à la réalisation. Ça n'a pas dû être facile parce qu'on a dit des trucs pas très cool sur la série Les Anneaux de Pouvoir. Et merci aux tipeurs, merci à tous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder les précédentes. Et une bonne fin de journée à vous. Ciao!